Et il suffit d'imaginer un instant une petite île pittoresque, baignée de soleil. Ouais, avec cette forme super singulière vue du ciel. Exactement. Une forme d'altère. Deux gros blocs de granit reliés en leur centre par un petit tombolo de sable. C'est l'île de Changsha, à Hong Kong. Voilà. Et pour la plupart des gens qui s'y rendent aujourd'hui, c'est l'évasion parfaite pour le week-end. Totalement. On y va pour les plages, les fruits de mer, l'ambiance un peu décontractée. C'est la destination de carte postale absolue. Mais bon, les documents historiques et les analyses culturelles qu'on a rassemblés pour notre plongée approfondie d'aujourd'hui, y révèlent une réalité bien plus complexe. Et beaucoup plus passionnante que n'importe quelle brochure de voyage. Je suis ravie d'analyser ça avec toi aujourd'hui. Moi de même, je suis ravi. Alors, le but de notre exploration aujourd'hui, ce n'est absolument pas de faire un simple guide touristique, hein. Non. Notre mission à travers ces archives, c'est vraiment de décrypter comment cette toute petite portion de terre est devenue un microcosme de l'évolution sociopolitique de la Chine du Sud. Parce que sous ces airs de village de pêcheurs tranquilles, l'histoire de cette île est jalonnée de trucs incroyables. Ouais, des monopoles fonciers tentaculaires, des pirates surpuissants, une ségrégation coloniale stricte, Inscrite dans la loi en plus. absolument, et une résilience spirituelle fascinante face aux crises. Donc, la promesse pour notre auditoire aujourd'hui, c'est de mettre en lumière une série de véritables pépites historiques. Des détails invisibles à l'œil nu. C'est ça. Des choses qui transformeront à jamais la façon dont on perçoit les ruelles de cette île et la manière dont l'histoire façonne les lieux touristiques. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Commençons par l'ère de la piraterie. Un excellent point de départ. Il faut oublier le cliché du voleur avec un perroquet sur l'épaule. Les archives parlent d'un personnage légendaire, Tiongpo Zhai. Au début du 19e siècle, le gars dirigeait la fameuse flotte du drapeau rouge. Et les chiffres sont juste ahurissants. Les sources parlent de 50 000 hommes. 50 000 hommes et plus de 1800 navires. C'était un véritable état flottant en fait. Avec sa propre administration, oui. Et un système de taxation élaboré, les drapeaux Linky. En gros, si on payait pour ces drapeaux, on était protégé. Sinon, c'était le pillage. Ce qui est fascinant ici, c'est la transition extraordinaire d'un système de violence illégale vers, la bureaucratie d'État. Comment ça s'est passé exactement? Eh bien, pour comprendre ce basculement, il faut regarder la géopolitique. La dynastie Qing n'arrivait tout simplement pas à éradiquer cette flotte titanesque. Donc vers 1809-1810, l'Empire s'allie avec la marine portugaise. Ah, pour utiliser leur artillerie. Exactement. Lors de la bataille de la Bouche du Tigre, Changpo Tsai engage toutes ses forces. Mais face à l'artillerie lourde portugaise, sa flotte était beaucoup trop dense pour manœuvrer. C'est la défaite stratégique. Voilà. Et l'issue la plus prévisible, ça aurait été un combat à mort ou une exécution. Mais la réalité est marquée par un pragmatisme politique inouï. C'est la fameuse Grande Réconciliation de 1810. Il ne fuit pas, il négocie sa reddition avec les autorités impériales Qing. Et la conclusion est folle. Il est gracié et il intègre la marine militaire officielle. Il a même terminé sa carrière avec le grade de colonel. Un pirate devenu colonel. Et ces anciens hommes ont dû chasser les pirates qui refusaient de se soumettre. L'État a calculé que c'était moins coûteux de les assimiler que de les combattre. Et l'empreinte de cet homme est encore visible pour quiconque visite l'île. On entend souvent parler de la grotte de Changpo Tsai. Et voilà notre première pépite pour ceux qui s'y promènent. Quand on se glisse dans cette fameuse grotte aujourd'hui, on se rend vite compte d'une réalité très pragmatique. Elle est minuscule. Mais oui, cette fissure en granit est bien trop exiguë. Elle n'aurait jamais pu abriter le butin de 50 000 hommes. C'est physiquement impossible. Son importance est purement symbolique, un vestige de la mémoire collective qui a romantisé cette époque. Mais alors, où est la véritable trace historique de cet homme? Au temple Paktai, au centre de l'île. Les registres indiquent que la restauration de ce temple majestueux a été parrainée par Changpo Tsai lui-même. Pas juste par acte de foi, j'imagine. Oh que non. C'était une manœuvre politique calculée au millimètre. En finançant ce lieu de culte, le pirate fraîchement devenu officier légitimait son nouveau statut. Il s'achetait une respectabilité institutionnelle. C'est brillant en fait. Utiliser la religion pour blanchir sa réputation. Tout à fait. Il s'ancrait comme un protecteur officiel de l'ordre social établi. Mais si l'on parle de contrôle, l'histoire ne s'arrête pas aux pirates. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On passe au foncier, c'est ça? Ouais. L'exploration de la gestion des terres sur cette île révèle un système de droit foncier qui est sans doute le plus étrange de toute l'histoire de Hong Kong. Le clan Wang Wai-tsak Tang. Exactement. Pendant 2 siècles, ce n'est pas le gouvernement qui a géré les terres, c'est ce clan familial spécifique qui a monopolisé l'île.
Et l'analyse de cette structure est un cas d'étude juridique captivant. Ce système repose sur une conception de la tradition chinoise Qing, la propriété scindée en deux. Les fameux os et la peau. C'est ça. D'un côté, le droit des os de la terre, c'est-à-dire le sous-sol, et le droit de collecter les impôts fonciers, ça appartenait exclusivement au clan. Et de l'autre, Le droit de la peau de la terre. La surface, le droit d'y construire et d'y vivre. Ça, c'était possédé par les locataires. un vrai casse-tête juridique. Surtout au moment charnière de 1898, quand l'Empire britannique loue les nouveaux territoires. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils balayent ce système archaïque. Mais pas du tout! Ils ont fait preuve d'un pragmatisme glacial. Pour éviter les rébellions et s'épargner les coûts administratifs, ils ont validé le système existant. En 1905, ils accordent un bail officiel, le Block Crown Lease, au clan. Les conséquences ont été monumentales. Les Britanniques ont validé la création d'un État dans l'État. 9/10 des terres privées de l'île étaient sous le contrôle d'une seule famille. Et les habitants payaient un loyer au clan, pas des impôts au gouvernement. Ce monopole a traversé le XXe siècle et n'a été dissous qu'en 1995. Et c'est là qu'on trouve une autre pépite cachée pour l'auditoire. Ce monopole a littéralement figé la géographie de l'île. Parce que le clan ne délivrait que des baux très courts, limités à 5 ans, non? Exactement. Personne ne va investir dans de grandes constructions solides avec une telle incertitude. Conséquence, quand on se promène aujourd'hui dans le centre de Changchao, au milieu des boutiques, l'étroitesse des rues et le tracé chaotique des parcelles, ce sont les fantômes de ce monopole. L'urbanisme actuel est la cicatrice de cette anomalie juridique. Et cette densité de population extrême, figée par ces baux très courts, a créé un terreau tragiquement fertile pour le chapitre suivant. L'île a été confrontée à un défi bien plus mortel que les impôts. Ah oui, plantons le décor. Nous sommes en 1894. Une crise sanitaire mondiale frappe Hong Kong, la peste bubonique. La panique s'empare de Changchao, un port surpeuplé. Le taux de mortalité est effroyable. Cela soulève une question importante. Comment des sociétés aux croyances différentes gèrent-elles une crise pareille sur un si petit territoire? L'étude met en lumière une confrontation de paradigmes. D'un côté, on a le gouvernement colonial britannique. Qui opérait sous la théorie des miasmes. Selon eux, la maladie était propagée par le mauvais air et la saleté des quartiers denses. Leurs escouades sanitaires ont donc appliqué des méthodes brutales. Destruction de maisons, fouilles forcées, brûlage de meubles dans les rues. Ces mesures étaient perçues comme une violence insupportable par la population chinoise, ce qui a provoqué des émeutes et une fuite massive. Et face à ça, la communauté locale avait une lecture totalement différente du drame. Cette population, en grande partie des immigrants Hoklo et Haifeng, était ancrée dans des croyances maritimes spirituelles. Pour eux, la peste n'était pas une question de microbes, c'était l'œuvre d'esprits maléfiques, une perturbation de l'ordre cosmique. Et face à des démons, on n'utilise pas du feu, on utilise une technologie spirituelle. Ils ont fait appel à des prêtres taoïstes, ils ont dressé des autels et organisé d'immenses parades avec la statue de leur divinité martiale, Paktai. Le même temple restauré par le pirate d'ailleurs. L'objectif était de nettoyer énergétiquement les rues. Et ce qui est fou, c'est que sur le plan sociologique, ça a été un succès retentissant. Peu de temps après, l'épidémie a reculé. La science moderne l'expliquerait par le cycle naturel de la maladie ou le changement de saison, mais pour la population, c'était la preuve irréfutable de l'efficacité de leur intervention. Ce rituel a agi comme un ciment social extraordinaire. Et la pépite culturelle absolue ici, c'est que cette défense spirituelle d'urgence est l'origine du célèbre festival Jiao de Changchou. Plus connu sous le nom de Festival des Petits Pains ou Buns Festival. Exactement. Ce qui a commencé comme un exorcisme désespéré attire maintenant des foules colossales. C'est même inscrit au patrimoine culturel immatériel national de la Chine. L'évolution de ce festival illustre d'ailleurs l'adaptation des traditions. L'apogée du festival, c'est la course pour escalader d'immenses tours recouvertes de petits pins. Historiquement, ces tours étaient construites en bambou. Mais en 1978, c'est le drame. Sous le poids de la foule, une tour s'est effondrée. Faisant de nombreux blessés, la tradition a été interdite pendant près de 3 décennies. Jusqu'à son retour en 2005, mais avec une physionomie différente. Oui. Aujourd'hui, l'extérieur est en bambou pour l'esthétique, mais le cœur repose sur une ossature en acier rigoureusement certifiée. Le compromis parfait entre ferveur ancestrale et normes de sécurité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On a vu le pouvoir s'accommoder des lois foncières et imposer sa vision sanitaire. Mais comment ces dynamiques d'exclusion se traduisent-elles dans l'espace physique?
L'histoire s'assombrit nettement avec l'ordonnance de résidence de Changsha de 1919. Une loi de ségrégation géographique brutale. Il était interdit aux personnes dites non autorisées de résider dans la partie sud de l'île, sur la colline. Et bien que le mot n'y figurait pas explicitement au début, l'objectif ciblé était d'exclure la population chinoise. Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, c'est l'application locale d'une racialisation de la géographie coloniale, comme sur le Victoria Peak à Hong Kong. Les législateurs voulaient préserver la colline fraîche comme un refuge estival exclusif et abordable pour les missionnaires occidentaux et les fonctionnaires britanniques. Ils utilisaient un argument hygiéniste. Éloigner l'élite blanche du centre bondé où travaillaient les pêcheurs. Une ligne de fracture raciale et de classe. Mais les archives montrent que des voix se sont élevées. Des législateurs d'origine chinoise, comme Wu Fuk, ont dénoncé cette loi au Conseil législatif. Ils ont souligné l'hypocrisie de ségréger les citoyens qui venaient de prouver leur loyauté pendant la Première Guerre mondiale. Malgré leurs protestations, la ségrégation a été appliquée et n'a été abolie qu'en 1946. Et le plus troublant, c'est que le gouvernement colonial avait érigé 15 bornes frontalières massives en pierre pour délimiter cette enclave. Ce qui nous amène à une pépite historique stupéfiante. Chercher ces bornes aujourd'hui est une expérience poignante. L'ironie la plus spectaculaire concerne la borne numéro 14. Elle ne trône pas sur un sommet isolé. Cette lourde pierre se trouve encastrée à l'intérieur même du bâtiment de l'hôpital moderne St. Joan au Coaton. Lors des travaux d'agrandissement, l'architecture a littéralement avalé la pierre fontière. Aujourd'hui, c'est un vestige frappant, neutralisé au cœur d'un lieu dédié aux soins, accessible à tous sans distinction. La symbolique est d'une grande puissance. Et puisque l'on aborde la notion de soin, il faut examiner la façon dont la charité a évolué sur cette petite île. Faisons un bond dans les années 1950. L'industrie de la pêche s'effondre face à la modernisation, et Changsha est submergée par un afflux de réfugiés fuyant la guerre civile en Chine continentale. L'île se transforme en camp de réfugiés à ciel ouvert. C'est là qu'on observe l'arrivée d'une approche humanitaire moderne liée à la guerre froide. Les documents mettent en lumière l'action d'organisations comme l'AKA, fondée par les frères Kadoorie. Leur approche était révolutionnaire. Accorder des micro-prêts, distribuer des semences et même fournir des truies gestantes aux familles pour lancer des élevages. Le but était de fournir les outils de l'autonomie, aider les gens à s'aider eux-mêmes. Et des fonds nord-américains ont permis de reloger ces populations. C'est comme ça qu'a été édifié le fameux Care Village. Ce qui offre à ceux qui explorent l'île aujourd'hui un contraste architectural fascinant. D'un côté, l'architecture des années 60 du Care Village est toujours habitée. Et de l'autre, la forêt reprend ses droits sur les ruines mélancoliques de l'hôpital Fongbin, érigé en 1872 par la charité traditionnelle chinoise et abandonné en 1988. En une seule promenade, on croise deux époques de l'assistance humaine figées dans le paysage. En synthétisant tout ça, l'histoire de Changsha démontre que les institutions ne s'effacent pas proprement. Elles s'empilent. Des pirates devenus officiers, des lois King récupérées par les Britanniques, des rituels devenus des symboles nationaux, c'est une leçon magistrale sur la résilience des communautés en marge. Ce havre de paix balnéaire est en réalité un entrelac de batailles, d'épidémies, de ségrégation et d'innovation. La tranquillité n'est souvent que le résultat de conflits passés qui ont trouvé un point d'équilibre. Absolument. Et pour terminer, on a vu comment des règles invisibles ont sculpté cette île. Lorsqu'on interagit aujourd'hui dans de nouveaux espaces, comme nos plateformes numériques ou nos villes modernes, il est légitime de se demander quels sont les nouveaux monopoles invisibles et les algorithmes silencieux qui orchestrent nos comportements actuels. C'est une excellente question. Tout comme le marcheur insouciant à Changchao qui ignore pourquoi la rue est si étroite, ne sommes-nous pas en train de déambuler dans des paysages numériques dont les véritables architectes restent invisibles à nos yeux ? Gardons toujours à l'esprit que les véritables forces qui façonnent notre monde opèrent souvent juste en dessous de la surface. Un très beau mot de la fin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. À bientôt.